Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 6, partie 3. Le voyage s'effectua absolument sans incident. La fusée bleue du Pacifique arriva à la Nouvelle-Orléans avec 2 minutes et demie de retard, perdit 4 minutes dans une tornade au-dessus du Texas, mais rencontra un courant aérien favorable à la longitude de 95 degrés ouest, et put atterrir à Santa Fe avec moins de 40 secondes de retard sur l'heure de l'horaire. 40 secondes sur un vol de 6h30, ce n'est pas si mal, concéda Lénina. Ils couchèrent cette nuit-là à Santa Fe. L'hôtel était excellent, infiniment supérieur, par exemple, à cet affreux Aurora Bora Palace dans lequel Lénina avait tant souffert l'été précédent. L'air liquide, la télévision, le vibromassage par le vide, la TSF, la caféine en solution bouillante, les préservatifs chauds et les parfums de 8 espèces différentes étaient installés dans toutes les chambres. L'appareil à musique synthétique était en fonctionnement au moment où ils pénétrèrent dans le hall, et ne laissait rien à désirer. Un avis, affiché dans l'ascenseur, annonçait qu'il y avait à l'hôtel 60 cours de pommes escalator, et qu'on pouvait jouer dans le parc au golf obstacle et au golf électromagnétique. « Mais cela me paraît tout bonnement délicieux, s'écria Lénina. J'en arriverais presque à souhaiter que nous puissions rester ici. 60 cours de pommes escalator ? Il n'y en aura pas dans la réserve, lui dit Bernard en avertissement. Et pas de parfum, pas de télévision, pas même d'eau chaude. Si vous croyez ne pas pouvoir le supporter, restez ici jusqu'à mon retour. Lénina en fut toute froissée. Bien sûr que je peux le supporter. Si j'ai dit que c'était délicieux ici, c'est seulement, Montford, parce que le progrès est en effet une chose délicieuse, n'est-ce pas ? 500 répétitions, 1 fois par semaine, de 13 à 17 ans, dit Bernard avec lassitude, comme s'il se parlait à lui-même. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit que le progrès est une chose délicieuse. C'est pourquoi il ne faut pas venir dans la réserve, à moins que vous n'en ayez réellement envie. Mais j'en ai réellement envie. C'est bien alors, dit Bernard, et c'était presque une menace. Leur autorisation devait être signée par le conservateur de la réserve, au bureau duquel ils se présentèrent dûment le lendemain matin. Un huissier, nègre Epsilon+, prit la carte de Bernard, et on les fit entrer presque immédiatement. Le conservateur était un alpha- branchicéphale et blond, petit, rouge, au visage tout rond, large d'épaules, avec une forte voix retentissante fort bien adaptée à l'émission du savoir hypnopédique. C'était une mine de renseignements sans suite et de bons conseils gratuits. Une fois lancé, il continuait, d'une façon tonnante. 560 000 km² divisés en 4 sous-réserves distinctes dont chacune est entourée d'une clôture en treillage métallique à haute tension. À ce moment, et sans raison apparente, Bernard se souvint subitement qu'il avait laissé grand ouverte et coulant à flot le robinet d'eau de Cologne de la salle de bain, parcouru par du courant provenant de la station hydroélectrique du Grand Canon. Ça me coûtera une fortune d'ici que je sois rentré. Bernard voyait en esprit l'aiguille du compteur à parfum avancer, tour après tour, sur le cadran, comme une fourmi infatigablement. Téléphoner d'urgence à Helmholtz Watson. Plus de 5000 km de clôture en treillage à 60 000 volts. Vraiment, dit poliment Lénina, ne sachant pas le moins du monde ce qu'avait dit le conservateur, mais modelant le ton de sa réplique sur la pose dramatique de son interlocuteur. Quand le conservateur s'était mis à disserter de sa voix tonnante, elle avait discrètement avalé un demi-gramme de soma, ce qui avait pour résultat de lui permettre maintenant de rester là, assise, en toute sérénité, n'écoutant pas, ne pensant absolument à rien, mais fixant ses grands yeux bleus sur le conservateur avec une expression d'attention profonde. « Toucher la clôture, c'est la mort instantanée, déclara solennellement le conservateur. Il n'y a pas moyen de s'évader d'une réserve à sauvages. » Le mot « évader » était évocateur. Peut-être, dit Bernard, se levant à demi, faudrait-il songer à partir. La petite aiguille noire trottait tel un insecte grignotant le temps, se creusant à coups de dents une route à travers son argent. « Pas moyen de s'évader, répéta le conservateur, le faisant rasseoir d'un geste de la main.
Et comme l'autorisation n'était pas encore contresignée, Bernard ne put faire autrement que d'obéir. Ceux qui naissent dans la réserve, et ne perdez pas de vue, ma chère demoiselle, ajouta-t-il, dirigeant sur Lénina une œillade obscène et parlant avec un chuchotement inconvenant, ne perdez pas de vue que dans la réserve, les enfants naissent encore. Oui, ils y naissent, effectivement, quelque révoltant que cela puisse paraître. Il espérait que cette allusion à un sujet honteux ferait rougir Lénina, mais elle se contenta d'esquisser un sourire où l'intelligence était simulée et de dire « Vraiment ?» Déçu, le conservateur reprit « Ceux, je le répète, qui naissent dans la réserve sont destinés à y mourir. » Destinés à mourir. Un décilitre d'eau de Cologne par minute, 6 litres à l'heure. Peut-être, hasarda de nouveau Bernard, faudrait-il… Se penchant en avant, le conservateur frappa la table de son index. Vous me demandez combien il y a de gens qui vivent dans la réserve, et je réponds triomphalement, je n'en sais rien. Nous ne pouvons que hasarder un chiffre. Vraiment ? Oui, vraiment, ma chère demoiselle. 6 fois 24, non 6 fois 36, ce serait plus près de la vérité. Bernard était pâle et tremblant d'impatience, mais l'exposé tonitruant continua. Environ 60 000 Indiens et métis absolument sauvages. Nos inspecteurs visitent de temps en temps. À part cela, aucune communication, quelle qu'elle soit, avec le monde civilisé. Conservent leurs habitudes et leurs coutumes répugnantes, le mariage, si vous savez ce que cela veut dire. Ma chère demoiselle, la famille, pas de conditionnement. Des superstitions monstrueuses, le christianisme, le totémisme et le culte des ancêtres, des langues éteintes, comme le zuni, l'espagnol, l'atapascan, des pumas, des porcs-épics et d'autres animaux féroces, des maladies contagieuses, des prêtres, des lézards venimeux. Vraiment ? Ils parvinrent enfin à se dépêtrer. Bernard se précipita au téléphone. Vite, vite. Mais il lui fallut près de 3 minutes pour obtenir la communication avec Helmholtz Watson. On se croirait déjà chez les sauvages, se plaignit-il. Quel sacré pagaie. Prenez 1 gramme de soma, proposa Lénina. Il refusa, préférant sa colère. Et enfin, Ford Solway, il obtint sa communication. Et oui, c'était Helmholtz, à qui il expliqua ce qui était arrivé, et qui promit d'aller chez lui immédiatement, et de fermer le robinet, oui, immédiatement, mais qui profita de cette occasion pour lui rapporter ce que le DIC avait dit, en public, la veille au soir. Hein, il cherche quelqu'un pour me remplacer ? La voix de Bernard trahissait une souffrance atroce. Ainsi donc, c'est vraiment décidé. A-t-il précisé que c'était l'Islande ? Vous dites que oui, Ford, l'Islande. Il raccrocha le récepteur et se tourna de nouveau vers Lénina. Son visage avait pâli. Il avait une expression totalement abattue. Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda-t-elle. Ce qu'il y a ? Il se laissa tomber lourdement sur une chaise. Il y a qu'on va m'expédier en Islande. Souvent, par le passé, il s'était demandé ce qu'il éprouverait s'il était soumis, sans soma et sans pouvoir compter sur autre chose que ses propres ressources intérieures, à quelque grande épreuve, à quelque douleur, à quelque persécution. Il avait même désiré ardemment d'en être frappé. Voilà seulement 8 jours, dans le bureau du directeur, il s'était vu résistant courageusement, acceptant stoïquement, sans un mot, la souffrance. Les menaces du directeur l'avaient véritablement exalté, lui avaient donné la sensation d'être plus grand que nature. Mais cela, il s'en rendait compte à présent, c'est parce qu'il n'avait pas pris les menaces bien au sérieux. Il n'avait pas cru que le moment décisif venu, le DIC ferait jamais quoi que ce fût. À présent, il semblait que les menaces dussent réellement être mises à exécution. Bernard fut atterré. De ce stoïcisme imaginé, de ce courage théorique, il ne subsistait nulle trace. Il pesta contre lui-même, quel imbécile il avait été, contre le directeur. Comme il était injuste de ne pas lui donner cette dernière chance de se rattraper, cette dernière chance dont, il n'éprouvait à présent le moindre doute à ce sujet, il avait toujours eu l'intention de se saisir. Et l'Islande, l'Islande. Lénina hocha la tête. Fut et serait, ça n'est pas gai, cita-t-elle. 1 gramme, et puis plus rien que suit.
En fin de compte, elle le persuada d'avaler 4 comprimés de soma. Au bout de 5 minutes, les racines et les fruits étaient abolis. La fleur du présent s'épanouissait, toute rose. Un message apporté par l'huissier annonça que, suivant les ordres du conservateur, un garde de la réserve s'était mis à leur disposition avec un avion et les attendait sur le toit. Un octavon, en uniforme vert gamma, les salua et se mit en devoir de réciter le programme de la matinée. Une vue à vol d'oiseau de 10 à 12 des principaux pueblos, puis un atterrissage pour déjeuner dans la vallée de Malpé. L'hôtellerie y était confortable, et là-haut, dans le pueblo, les sauvages seraient probablement en train de célébrer leur fête de l'été. Ce serait le meilleur endroit pour passer la nuit. Ils prirent place dans l'avion et se mirent en route. 10 minutes plus tard, ils franchissaient la frontière qui sépare la civilisation de l'état sauvage. Par monts et par vaux, à travers les déserts de sel ou de sable, coupant les forêts, descendant aux profondeurs violettes des canons, franchissant précipices, pics et plateaux de mésas, la clôture courait, irrésistiblement en ligne droite, symbole géométrique du dessin humain triomphant, et à son pied, çà et là, une mosaïque d'ossements blanchis, une carcasse non encore pourrie, sombre sur le sol fauve, marqué l'endroit où cerfs, taureaux, pumas, porc-épic ou coyotes, ou bien les énormes balbuzards goulus, attirés par le relent de la charogne et foudroyés, on eût dit par une justice poétique, s'étaient approchés trop près des fils métalliques destructeurs. Ils n'apprennent jamais, dit le pilote à l'uniforme vert, désignant les squelettes sur le sol au-dessous d'eux. Et ils n'apprendront jamais, ajouta-t-il, et il y eut un rire, comme s'il avait en quelque sorte mis à son actif un triomphe personnel sur les animaux électrocutés. Bernard se mit également à rire. Après 2 grammes de soma, la plaisanterie paraissait bonne, sans qu'il sût pourquoi. Il se mit à rire, puis presque immédiatement il s'endormit. Et c'est tout endormi qu'il fut transporté survolant Taos et Tézuc, Nambé, Picuris et Pojoac, Sia et Cochiti, survolant Laguna, Acomba et la Mesa enchantée, Zuni et Cibola et Ojo Caliente, se réveillant enfin pour s'apercevoir que l'appareil s'était posé à terre, que Lénina, chargée des valises, se dirigeait vers une petite maison carrée, et que l'octavon vert gamma causait incompréhensiblement avec un jeune Indien. Malpé, expliqua le pilote, tandis que Bernard descendait à terre. Voici l'hôtellerie. Et il y a danse cet après-midi au Pueblo. Il vous y mènera. Il désigna du doigt le jeune sauvage à l'air sombre. Ça doit être drôle. Il partit d'un rire grimaçant. Tout ce qu'ils font est drôle. Sur quoi il regrimpa dans l'avion et mit en marche les moteurs. Je reviendrai demain. Et souvenez-vous bien, ajouta-t-il d'un ton rassurant pour Lénina, qu'ils sont parfaitement inoffensifs. Les sauvages ne vous feront pas de mal. Ils ont suffisamment d'expérience des bombes à gaz pour savoir qu'il ne faut pas qu'ils fassent de blagues. Riant toujours, il embraya les hélices d'hélicoptère et s'enfuit.